Bouge ton la fille elle arrive, tu es en train de perdre les os. Ce scarifié, tu vois, il est en train de se couper parce qu'il était en manque. Il fallait que cette entreprise réussisse parce que sinon, on se retrouvait à la rue et sans rien. Salut, je m'appelle Tahir Aibed, je suis le fondateur de Papépi. Je suis né avec un handicap physique. Très tôt, tu vois, j'ai subi une vingtaine d'interventions chirurgicales pour me remettre sur pied. J'étais en fauteuil roulant. J'ai été coupé de mes parents. On m'a remis dans le système scolaire une fois que je suis sorti de l'hôpital et des centres de rééducation. J'avais encore un handicap et les enfants, tu sais, c'est pas toujours sympa. Du coup, je t'avoue, j'ai développé un peu une personnalité exubérante comme je suis, où j'avais besoin de faire rire pour attirer l'attention des gens au niveau de ma bouche, pour pas qu'ils regardent au niveau de mes jambes là où j'avais mon handicap. On avait plutôt tendance à minorer mes ambitions en me disant ouais, écoute, toi, une chaise, un ordinateur, ce sera très bien. Alors que moi, j'avais des ambitions, j'avais envie de faire plein de choses. Tu vois, j'avais envie d'être infirmier, on m'a dit ouais, mais avec ta jambe, ton genou, bah, je suis devenu infirmier. J'avais envie d'être cuisinier, on m'a dit ouais, mais tu sais, physiquement, je suis devenu cuisinier. Et quand on a eu Papépi et on voulait lancer cette entreprise, créer les lignes de production qui n'existaient pas, et ben les banques, pareil, nous disaient ouais, mais on croit pas en vous. Ben, on a vendu notre maison pour pouvoir créer nos lignes. On a dû vraiment à chaque fois se battre pour se réaliser et créer nos propres chances. Et c'est comme ça l'entrepreneuriat. Et pour ma dernière année, j'avais plus assez les moyens. J'ai appris que, par exemple, si tu allais travailler 1 an, tu pouvais cotiser assez et avoir 1 an d'ACDIC qui payait ta dernière année d'études. J'ai trouvé ça génial. Aller voir dans un restaurant pour être serveur. Le cuisinier, il avait des alternants à ce moment-là et les alternants sont partis et ils ont lâché le cuisinier. Et moi, j'étais là en train de faire serveur. Il est venu me voir, il m'a dit ouais, je sais que t'aimes bien la cuisine, viens. Si tu veux, tu travailles avec moi derrière et en même temps, tu passeras un CAP, tu seras bien mieux payé qu'en tant que serveur parce que j'étais un peu plus âgé et en même temps, tu repars avec un diplôme. Sauf qu'à la 3e année, ma directrice, elle m'a dit soit tu reviens, soit j'invalide ton année. Du coup, je suis retourné en tant qu'infirmier, j'ai chopé mon diplôme d'infirmier en étant payé, donc ça c'était génial. Et hop, j'avais un double diplôme. Je me suis dit tiens, je vais aller m'installer à Lausanne. J'avais le choix soit en train de travailler au Palace à Lausanne, soit travailler en tant qu'infirmier, mais j'ai reçu un coup de fil qui a changé ma vie. On m'a dit ouais, écoute, il y a pas mal de problèmes dans les prisons, au niveau carcéral, dans les prisons suisses. On a besoin de quelqu'un qui parle anglais, français, espagnol, arabe et tout. Bon, je parle un peu tout, mais pas super bien, mais j'ai dit ouais, vous en faites pas, je parle tout. Il y a pas de problème, je vais me débrouiller. Mais du coup, je suis allé et quand je suis allé, j'ai fait l'entretien. J'avais mis des petites lunettes et tout, et j'avais fait le truc hyper bien. Et les mecs, en fait, ils avaient tellement besoin qu'ils m'ont dit mais écoute, vas-y, on te prend. Je leur ai dit mais j'ai pas de logement. Ils m'ont dit mais non, mais t'inquiète, on te file un logement de fonction. Je leur ai dit ouais, mais j'ai pas beaucoup d'expérience, ça va aller et tout. Il me dit non, mais on va te former, t'inquiète pas et tout. Ok, je lui dis vas-y, y a pas de problème. Et il m'a sorti ma fiche de salaire et qui avait écrit 4000 €. Je lui dis oui, ok, vous êtes sûr que je vais pas vous payer? Moi, je l'aurais payé pour travailler. Franchement, il me donne un logement, il me donne des formations, mais non, lui, il me payait encore super bien en plus. Je dis vas-y, go. La journée, je bossais et après, t'étais en astreinte le soir. Donc, t'étais chez toi, mais t'avais un téléphone qui pouvait sonner à n'importe quel moment. S'il y avait une urgence, il y a un téléphone qui sonne, il devait être 1 h du matin et j'arrive, hop, je prends la route, je vais vite fait à la prison, j'arrive, j'ouvre, tac, déjà tout plein de passes, une galère pour rentrer. Et là, on me dit ouais, il y a un problème là, que le mec est en train de se scarifier, tu vois, il est en train de se couper parce qu'il était en manque. Et là, j'arrive, le problème c'est que on m'avait appelé moi parce que je parlais arabe. Et le mec, c'est un Syrien. C'est pas les mêmes dialectes, tu vois. Mais du coup, je pouvais pas dire ouais, tu vois, je voulais pas me... Parce que là, c'était des bâtons, hein, tu vois, c'était des agents de sécurité avec des armes et tout qui attendaient que je gère la situation. Et je pouvais pas faire genre les gars, je peux pas gérer parce que j'ai été embauché pour ça, tu vois. Donc, il a fallu un moment que j'essaie de parler avec lui. Et lui, mec, qui me disait des trucs, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Je lui dis des mots un peu français et en même temps arabe et je vois qu'il commence à comprendre. Et après, je commence à lui donner un petit peu ce qu'il veut, un peu des calmants, j'essaie de le calmer. Je lui fais ses soins, mais en fait, il m'avait dit qu'il voulait pas que je le touche et j'avais réussi un petit peu à l'entourlouper. Et j'ai réussi à désamorcer la situation. Mais ce qui est cool, c'est qu'après, ce détenu, il était venu me voir, mais il y avait un autre Syrien qui parlait un peu. Et quand il était calmé, il a dit à son pote, dis-lui que j'avais bien vu qu'il comprenait rien à ce qui se passait, qu'il essayait de se démerder et tout. Comme il avait vu que j'étais sympa et que j'essayais, lui-même ça l'avait calmé. En fait, dans des situations où, au lieu de baisser les bras, mais t'essayes toujours, la personne en face de toi, elle va toujours voir que t'essaies de trouver une issue ou une solution pour elle. Et du coup, ça l'avait grave calmé de se sentir entendu, même quelqu'un qui ne le comprenait pas. Et derrière, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, où on essayait de s'exprimer sans forcément parler la langue. On était avec Fatia, on rentrait de 4 ans de voyage, voilà, Fatia était enceinte, moi je retourne bosser en tant qu'infirmier, elle à la maison en train d'entendre la fin de la grossesse, elle pétait un plomb, elle en avait marre. Elle m'appelait souvent, ouais, frère, qu'est-ce que tu fais? Elle m'appelait au boulot, je dis, ouais, j'ai du boulot, moi, laisse-moi travailler. Je lui dis, mais vas-y, fais un truc, débrouille-toi, fais un truc. Elle commence à créer une page Facebook où elle propose en fait aux gens autour de chez nous des plats du monde, parce qu'on avait ramené des recettes du monde entier, sucrées, salées, aux gens autour de chez nous. Les gens les achètent, il y a un vrai engouement, mais il y a du repeat. Donc les gens rachètent. On se dit, tiens, on commence à avoir une clientèle fidèle. Et là, il y a des clients qui nous appellent, qui nous disent « Ouais, écoute, on se marie, et est-ce que vous pouvez faire des biscuits du monde qu'on avait déjà goûté chez vous pour notre mariage ?» Cet événement-là qui a tout changé. Quand on s'est regardé avec Fatia, on se dit « Mais attends, on va leur faire des biscuits du monde pour leur mariage, mais bon, on va pas faire des gros biscuits et tout. Nous, dans notre mariage, on n'arrivait pas à manger tout, tu vois. Nous, on va faire des
Des petites billes de biscuits. Parce qu'on voyait notre fille qui mangeait des pop-corn et on s'est dit, mais c'est ça le format qu'il faut. Ça se mange tellement facilement. Ce qui a tout changé, c'est quand ils nous ont appelé le lendemain. Et que la mariée nous dit, ouais, oh, mais génial, mes copines, elles adorent. Est-ce que c'est possible? Vous nous donniez votre carte. Je suis infirmier, tu me demandes ma carte, je te donne ma carte vitale. Non, c'était une carte business qu'elle voulait. Donc du coup, avec Mathieu, on s'est regardé, on s'est dit quoi? Notre idée, c'est un business, ça peut être un business, il y a un truc à prendre. On a cherché des sous-traitants. Personne ne savait faire de la bille de biscuits. On a baissé les bras. À un moment, on s'est dit, non, faut qu'on y aille. On a fait de la R&D. On a réussi à mettre en place au bout de 9 mois les premières lignes de production. On allait voir l'expert comptable avec une machine où il y avait une manivelle comme ça, c'était incroyable. Tu vois. On disait, oh, regarde. On disait, limite, elle grinçait la manivelle. Ça fait, mais au final, t'as une bille qui est tombée, on lui a dit regarde. On a commencé à calculer les rendements, voir si c'était viable. Comme je t'ai dit, on allait voir les banques pour leur dire regardez, on a une super idée, une super machine, des super produits. Est-ce que vous pouvez nous soutenir financièrement? Ils nous ont dit ouais, mais attends, nous on comprend pas, vous êtes infirmier, biscuitier, faut choisir. Et en plus le biscuit. On dit les gars, on peut avoir un peu un soutien. Je peux pas demander à mon père de l'argent. Si je dis à mon père papa, est-ce que tu peux me donner 100 000 balles? Il va me dire toi, donne-moi 100 000 balles, tu vois. Donc du coup, j'étais bloqué moi. Pas de love money. Les gens ils parlent tout de love money. Non, ma famille ils me kiffent, vraiment ils me love, mais ils ont pas de cash. Du coup, à ce moment-là, on était un peu obligé de prendre des risques. Donc on a vendu notre maison, on a récupéré l'argent et on a créé notre première ligne de production à côté d'Annecy. C'est comme ça vraiment qu'on a vraiment commencé à se mettre dans le game de l'entrepreneuriat parce que là, c'était un non-retour. On avait franchi le pas, on a passé la ligne, on pouvait plus revenir en arrière. Il fallait que cette entreprise réussisse parce que sinon, on se retrouvait à la rue et sans rien. Et là, en août 2019, on commence à mettre les machines en place, tout tourne, les premiers packaging sortent, les premières boîtes, les premières palettes. Là, ma femme, elle me dit, vas-y maintenant, go, tu vas en magasin et tu vas vendre. Dans le business plan qu'on avait monté, il fallait que je fasse 2000 € de chiffre d'affaires. Le premier mois, je prends ma mallette, je vais dans les magasins tout autour de chez nous, Super U, Carrefour, machin. Je fais 10 000 € de chiffre d'affaires en 3 jours. Avant même d'aller à l'accueil, j'avais pris mon téléphone et j'avais appelé les magasins autour de chez nous. Oui, allô, le responsable épicerie, je peux lui parler? Ouais, il a pas le temps, ouais, il est occupé et tout. Du coup, à chaque fois que j'appelais, que je demandais qui est le responsable épicerie, on me donnait le nom. Moi, je le notais. Après, j'allais dans les magasins et je disais à la dame de l'accueil, ouais, faut que je voie Eric. Ouais, mais il est où? Ah ouais, mais attends, il est où? Dites-moi, je vais aller le voir directement. Il sait que je viens et tout. Tu sais, j'allais au bluff des fois. Oui, il est à l'épicerie, il est en train de faire le rayon là. J'y allais, prenais des produits. Bonjour Eric, excusez-moi, je suis un fournisseur. Mais t'as rendez-vous? Sinon, j'ai pas rendez-vous, mais je vais pas vous déranger 2 secondes. On ramène juste un produit. Écoutez, on est une toute petite entreprise. On est là juste à côté. On est en train de lancer un produit. Si vous nous considérez comme les autres, Mars et tout ça, Nutella, ça va pas jouer. On a besoin d'un coup de main. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Je vous donne juste un produit, ma carte, goûtez, appelez-moi. Je faisais ça et après, je parlais pas plus. Je laissais un produit parce que je savais quand il allait goûter, il allait te piquer. Il a ma carte. Et en plus, moi, je faisais un double truc. Dans la boîte, je mettais une carte. Plus, je mettais une carte que je lui donnais dans la main parce que tu sais, les cartes, c'est vite perdu, tu vois. Du coup, le mec, il avait là, au moins l'info pour m'appeler. Après, on avait surtout Instagram. Sur Instagram, j'avais mis toutes mes coordonnées. Donc, quand il ne tapait pas Pépi, bim, il tombait sur nous, quoi. Ouah, entreprendre en couple, franchement, c'est une vraie mission, tu vois. C'est une entreprise dans l'entreprise. Ça crée une ambiance familiale qui est compliquée. Quand tu as des sujets qui tombent à 20 h, bah, tu parles avec ta femme, tu lui dis, bah écoute, j'ai tel sujet. Et tu vois que insidieusement, petit à petit, l'entrepreneuriat, il commence à bouffer ta vie perso. Ben, en fait, il y a un moment où on accélérait, tu vois, on commençait à faire beaucoup de chiffre d'affaires et on était hyper sollicité. Ma femme, elle était enceinte, elle devait accoucher en octobre 2019. Et là, il y avait plein de demandes. Et il y a un Lyonnais qui m'appelle, qui me dit pour sa boutique à Intermarché sur Lyon, ouais, écoute, je te commande plusieurs box, viens et tout, c'est un week-end où il y a pas mal de monde, je pense que ça va faire un carton, viens. Mais ma femme, elle était à terme, ça veut dire qu'elle allait accoucher dans pas longtemps. Et je dis à ma femme, écoute, pas de risque, c'est à 1h30, j'y vais, je gère la dégustation, s'il y a un problème, je reviens. Mon téléphone il vibre, mais j'étais avec des clients. Et franchement, ça marchait bien, je commençais à bien vendre et ça vidait et tout, j'étais content. Et je distribue, tac et tout. Je réponds pas au téléphone. Après, je vois et tout que 9 appels en absence de ma femme. J'essaie de la rappeler et tout, je vois qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit, elle arrive. Je dis, il y a qui arrive? Tu vois, moi au début, je scotte, je dis, il y a qui arrive? Elle me dit, bouge ton la fille, elle arrive. Tu es en train de perdre les os. Et tu es en train de perdre les os à la maison. Mais nous, on n'avait pas de famille autour de chez nous. Là, du coup, je dis au mec du magasin, je dis, je suis désolé, ma femme est en train d'accoucher, je trace. Tac, je laisse tout, je prends même pas ma table ni rien, je prends la voiture, je trace. En même temps, je roule. J'avais 1h30 de route. Je peux te dire que pendant ces 1h30, je me retenais, je me disais, putain, j'espère que ma fille va pas venir. Ou sinon, je vais rater le plus beau jour de ma vie. Pourquoi? Pour vendre 3 boîtes de biscuits. Sérieux quoi? J'avais fait ce choix-là. J'avais fait le choix de mettre mon entreprise avant ma famille. Alors que je suis pas comme ça dans mes valeurs. Ça m'avait heurté. Je pleurais comme une madeleine. J'étais là, je vais rater le plus beau jour de ma vie. Je suis dégoûté. J'étais dégoûté, tu vois. Et j'arrive à la maternité. Femme était là, posée. Le bébé était pas encore arrivé. Là, je la vois, je m'excuse. Elle voit, je pleure, je suis deg et tout. Je dis, putain, je suis désolé, Fatia et tout. Ce moment-là, il a été vraiment fondateur pour nous. On s'est retrouvés tous les deux. Moi, j'ai éteint mon téléphone. Je suis posé. On a profité du moment. On a fait
tout ce qu'il fallait pour accueillir notre fille. Et on s'était pas rendu compte que insidieusement, l'entrepreneuriat avait mis un gouffre entre nous deux. Quand tu as un besoin, ton corps, il s'adapte. Ah, en ce moment, je dors 2 heures par nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment, il y a eu ce besoin. Ma femme était enceinte, elle pouvait plus bosser à l'usine. Je me suis retrouvé un peu seul et on n'avait pas les moyens d'embaucher au tout début. Moi, tu vois, j'étais infirmier de nuit, je bossais jusqu'à 7 heures du matin. Ensuite, à 7 heures du matin, je prenais la voiture qui était déjà pleine de produits. J'allais livrer les magasins parce que jusqu'à 11 heures, tu peux livrer, après c'est terminé. 11 heures, j'avais terminé de livrer les magasins, mettre en place les produits. Hop, à midi, je me retrouvais à l'usine. Et Fatia, des fois, une fois qu'elle avait accouché, elle venait m'aider. Ma femme, 1 mois après l'accouchement, elle était déjà à l'usine en train de charbonner avec moi et avec notre petite qui était juste là à côté de nous, tu vois. On faisait des biscuits jusqu'à 17, 18, 19 heures. Rentrais à la maison, je mangeais un truc, je me posais 15 minutes, 20 minutes. Je retournais au charbon et je repassais la nuit en tant qu'infirmier. Ça a fait que mon corps, il s'est adapté. Et comme les navigateurs, tu vois, je dors très peu. Je fais des micro-siestes dans la journée. Là, tu vois, peut-être, par exemple, là, je parle avec toi, je peux peut-être m'endormir vite fait 15 minutes, histoire après, je reviendrai parce que j'en aurais besoin, mais parce que j'écoute mon corps, tu vois. T'as des gens, ils vont te dire, moi, ma journée de travail, elle dure 8 heures. Ma journée de travail, moi, elle dure 21 heures. Ça veut dire que je peux abattre une charge de travail incroyable. C'est pour ça que tout le monde me disait, mais comment t'arrives à faire tout ça en une journée? Moi, j'ai pas la même journée que toi, mec. Ma journée, elle fait 21 heures et j'en profite un maximum. Même quand je dors, je travaille. Des fois, je mets un stylo, je me retrouve le matin, j'ai mon rapport, il est rédigé, mec.